bien, laissez-moi vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai à me retrouver une fois de plus à ce séminaire qui est bien agréable et qui a donné à Monsieur Lelouch le sens de l'humour depuis qu'il s'est laissé pousser la barbe, comme quoi le mouvement anti-épilation lancé par L'Oréal a du bon. Vous savez que L'Oréal a lancé un mouvement anti-épilation depuis qu'on a découvert que la majorité du capital des cellules souches était dans le follicule pileux et qu'il ne serait peut-être pas donc opportun de retirer toutes les cellules souches de tous les follicules pileux. Et la barbe de M. Lelouch est la parfaite démonstration de cela, car ses neurones fonctionnent beaucoup mieux depuis qu'il a la barbe, autrement dit, depuis qu'il a davantage une souche, ce qui conforte les travaux engendrés par L'Oréal. À part ça, je ne suis pas venu pour vous parler d'étoiles, pour lesquelles je ne suis pas compétent, mais je vais vous parler, si la technique ne me trahit pas, voilà. Je vais vous parler donc de l'étiologie et de la physiologie du vieillissement cutané, ainsi que des traitements non invasifs. Je vous préviens dès à présent que je ne parle pas de traitement invasif, puisque ça n'est pas de ma compétence. Je vais donc m'en tenir que au traitement non invasif. Alors, si vous voulez, nous regarderons le problème avec le sommaire suivant. Nous allons d'abord voir quelle est la problématique du vieillissement cutané, sur laquelle je passerai très rapidement, puisque je crois qu'on vous en a beaucoup parlé ce matin. On verra l'étiologie, bien sûr, la physiologie. On regardera rapidement les causes du vieillissement cutané, puis enfin on envisagera les traitements, encore une fois non invasifs, que vous pouvez utiliser dans vos cabinets. Quelques observations préliminaires. D'abord, une un peu provocante, le vieillissement cutané n'existe pas. Le vieillissement cutané n'est qu'une vitrine du vieillissement global. Il n'y aurait pas de vieillissement cutané s'il n'y avait pas de vieillissement global. Et je ne le dis pas pour plaisanter, je le dis parce qu'on est en train de voir des articles médicaux, dont certains se voudraient scientifiques, qui séparent l'étiologie du vieillissement cutané de celle du vieillissement global. C'est naturellement une stupidité. Le vieillissement cutané fait partie du vieillissement global, simplement c'est le symptôme inaugural en général, et puis c'est l'aspect socialement le plus visible. C'est pour ça qu'on le met à part. Mais étiologiquement parlant, c'est la même chose que le vieillissement. Bien. Il a beaucoup évolué depuis 30 ans pour des raisons sociales et psychologiques. La raison, les deux évolutions sociales, c'est l'allongement constant de la durée de la vie, même si ça se tasse un peu pour l'instant, ça repartira probablement à la hausse. Et le psychologique, parce que le vieillissement a totalement changé de visage depuis au moins 20 ou 25 ans. Alors, je ne vais pas vous embarrasser de chiffres. De toute façon, vous avez entendu le professeur de Gégère ce matin qui a dû vous parler de la longévité. Mais rappelons quand même, pour frapper les esprits, qu'en 1900, on vivait 46 ans. Il n'y a pas si longtemps que cela. En 1900, on vivait 46 ans. Bon, c'est les statistiques de l'INED, donc c'est le vieillissement en bonne santé. Ok, mais on vivait 46 ans. En 2000, c'est la première fois qu'on a dépassé 80 ans. C'est pas si ancien que cela. Et puis l'année dernière, on a compté en France plus de sexagénaires que de moins de 20 ans. Donc, il y a une prise en charge du vieillissement et du vieillissement cutané, parce que c'est bien de faire vieillir les gens, mais il faut les faire vieillir en bonne santé et également en bonne apparence, d'où l'intérêt de ce que vous faites dans votre exercice quotidien. L'évolution psychologique, eh bien, voilà. Marie Curie à 59 ans, Catherine Deneuve à 59 ans. Alors je sais, vous allez me dire, mais c'est psychologique, car vous allez me dire, il y en a une qui était en l'état, et l'autre qui a été picousée, liftée 3 fois, etc., etc. Ok, mais ça veut dire que pour l'une, l'apparence n'avait aucune espèce d'importance, seul le cerveau comptait, et que pour l'autre, je ne dis évidemment pas que le cerveau ne compte pas, mais je dis que l'apparence compte pour une partie importante de son fonds de commerce et de sa profession. Autrement dit, le vieillissement a changé de visage pour des raisons psychologiques, parce que du temps de Marie Curie, l'apparence
n'était absolument pas prise en compte, alors que maintenant, l'apparence est un élément essentiel pour travailler, pour trouver un emploi, pour avoir une vie sociale. Donc, c'est extrêmement important et c'est devenu une médecine à part entière. Voilà la problématique. Voyons quelques éléments d'étiologie, si vous voulez. Alors, pourquoi vieillit-on? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi vieillit-on? Alors, rappelons quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a consensus. D'ailleurs, le consensus n'est toujours pas atteint. Jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on avait trois théories du vieillissement. La théorie déterministe, la théorie stochastique et la théorie évolutionniste. Alors, c'est intéressant de les revoir parce que ça conduit à la création des protocoles et des soins que vous pouvez donner. La théorie déterministe, c'est la théorie génétique. La théorie déterministe, qui était très en vogue avant la dernière guerre mondiale, qui, quand on avait les prémices de la génétique, et qui disait, de toute façon, on ne peut rien faire. On a dans nos gènes un programme de sénescence qui est définitif, et quel que soit le mode de vie que l'on adoptera, de toute façon, on est victime de notre génome, et on ne peut strictement rien faire. Donc, fermez-le. La théorie stochastique est apparue après la guerre, après la dernière guerre mondiale, et c'est la théorie de l'usure. C'est la théorie de l'usure, c'est quand on a commencé à comprendre les fautes de réplication qu'il pouvait y avoir sur les chromosomes. Et la théorie de l'usure, c'est qu'il y a une usure progressive de l'organisme à cause d'altérations moléculaires, cellulaires, qui sont liées à l'environnement, qui sont liées au mode de vie, qui sont liées à un certain nombre de responsabilités personnelles. Ça, c'était la théorie stochastique. Et puis la théorie qui est la plus en vogue maintenant est la théorie évolutionniste, qui est le mélange des deux. Elle fait à peu près consensus pour dire qu'il y a une interaction permanente entre le génome, dont on ne peut pas complètement se dégager, bien entendu, et l'influence de l'environnement qui est important. C'est pour ça qu'on dit aux gens qu'il ne faut pas manger trop, qu'il ne faut pas fumer, qu'il ne faut pas boire, etc. Parce que l'environnement a il ne faut pas se mettre au soleil, parce que l'environnement a une influence sur le vieillissement et pas seulement cutané. Donc on est à peu près actuellement dans la théorie évolutionniste, ce qui est satisfaisant pour vous. Mais ne nous cachons pas les choses, le vieillissement cutané est inéluctable et irréversible en l'état actuel des connaissances. Voici une jeune comédienne à l'âge de 20 ans, je la mets volontairement puisque elle fait profession de foi de ne rien faire pour s'arranger. Elle a une coxarthrose, elle marche avec des béquilles et elle en fait une certaine réclame dans les médias. Eh bien, voilà, vous avez vu la différence, c'est inéluctable et irréversible. Si on ne fait rien, il n'y a pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, mesdames, messieurs? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on peut se poser 4 questions. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Empêcher l'installation du vieillissement cutané, c'est non. C'est non. Ralentir son processus, c'est oui. Maîtriser son évolution, oui, on peut. Réparer au moins partiellement ses conséquences, oui, on peut. Alors, vous êtes bien placé pour savoir qu'en médecine, quand on peut répondre 3 fois oui à un questionnaire de 4 questions et une seule fois non, eh bien, on a des chances d'avoir une certaine utilité auprès des patients. Donc oui, on peut espérer faire quelque chose sur le vieillissement cutané, non pas pour l'empêcher, puisqu'il est inéluctable, mais pour le ralentir, pour le maîtriser et pour réparer au moins partiellement ses conséquences. Alors ça suppose que l'on comprenne sa physiologie, et c'est à cela qu'on va s'employer maintenant, si vous en êtes d'accord. Alors en fait, dans le vieillissement cutané, il y a 3 acteurs principaux, et puis 2 acteurs secondaires, si je peux les appeler comme ça. Les 3 acteurs principaux, ceux qui sont les plus importants, ceux qui vont occuper 80% de votre temps si vous vous occupez d'anti-âge, enfin de ce mot horrible qu'on appelle anti-âge parce qu'il est totalement faux. L'anti-âge n'existe pas. L'anti-âge n'existe pas. L'anti-âge, ça serait de pouvoir déduire 10 ans sur sa carte d'identité, ce qui n'est pas possible, en tout cas actuellement. Ce qui existe, c'est l'anti-vieillissement. Mais le mot vieillissement faisant tellement peur, notamment aux médias, on l'a remplacé par âge. Mais c'est une faute de langage. C'est une faute de langage. On en fait beaucoup de fautes de langage. Mais il ne faut pas qu'une faute de langage traduise une erreur de conception.
Donc, c'est pas de l'anti-âge, c'est de l'anti-vieillissement, on est bien d'accord. Eh bien, on a trois acteurs principaux qu'il faudra absolument maîtriser si on veut effectivement ralentir, maîtriser le vieillissement cutané et réparer ses conséquences. C'est la couche cornée de l'épiderme, les protéines fibreuses du derme et la microcirculation cutanée. On va les voir un par un, si vous voulez. Alors d'abord, la couche cornée de l'épiderme. Alors, on ne ferait pas l'injure de vous rappeler que la peau a trois couches, l'hypoderme, le derme, l'épiderme, bien entendu, et ça se passe dans l'épiderme. En fait, il y a trois peaux, il y en a même quatre. Cette description faite ainsi est très ancienne, elle date du début du XIXe siècle. Les auteurs modernes ne disent pas cela, ils disent qu'il y a quatre peaux. La première, c'est l'épiderme, la deuxième, c'est la jonction dermo-épidermique, qui a une fonction extrêmement importante, la troisième, c'est le derme, et la quatrième, c'est l'hypoderme. Donc on devrait considérer qu'on a quatre peaux, et non pas une seule, mais on ne reviendra pas sur une description qui est entrée dans les mœurs. Alors là, on est au niveau de l'épiderme, on est bien d'accord, cette couche qui n'est ni vascularisée ni innervée, qui mesure à peu près 120 micromètres et qui subit des processus de kératinisation et d'hydratation. Voyons cela en détail. Donc, la kératinisation de l'épiderme est un phénomène très important. Elle se fait à partir des cellules germinatives qui sont précisément à la jonction dermo-épidermique qui donne naissance aux kératinocytes, qui sont des cellules transparentes et qui, au fur et à mesure de leur ascension, vont se charger de kératine. Cette ascension dure à peu près 28 jours et elles vont se charger de kératine. Et puis, elles vont arriver à la partie supérieure de l'épiderme, terme du voyage, où elles vont subir une nucléolyse, elles vont perdre leur noyau, donc elles vont mourir, et elles vont changer de nom pour devenir des cornéocytes. Les cornéocytes, ce n'est pas autre chose que des kératinocytes morts. Cornéocytes parce que les auteurs du XIXe siècle étaient totalement persuadés que la kératine, c'était de la corne. C'est maintenant que ce n'est pas le cas, mais ils pensaient que c'était de la corne, d'où le nom de cornéocytes. Et puis ces cornéocytes, qui constituent la protection ultime de notre organisme, vont être eux-mêmes protégés par un film hydrolipidique, et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir agir contre le vieillissement. Alors l'hydratation de l'épiderme, eh bien, ça ne se passe que dans la dernière couche, c'est-à-dire au niveau des cornéocytes, stratum corneum, et au niveau du film hydrolipidique. J'ouvre une parenthèse pour dire que nous employons tous une expression totalement fausse quand nous parlons de peau déshydratée. La peau n'est jamais déshydratée, bien entendu, sauf sur le cadavre frais, puisque c'est un des premiers signes, mais la peau n'est jamais déshydratée. Notre corps est fait à 72% d'eau, notre peau est aux environs de 65-66% d'eau, elle n'est pas déshydratée, en tout cas en bonne santé. Par contre, cette dernière couche cornéocytaire, le stratum corneum, est à 10%. Et il est heureux qu'il en soit ainsi, car c'est grâce à cette déshydratation relative que nous ne prenons pas l'eau, que nous sommes étanches, que nous pouvons prendre un bain sans absorber l'eau. Donc c'est à 10%. Donc l'expression peau déshydratée est évidemment une erreur de langage, mais elle est rentrée dans le langage courant et nous ne pourrons plus nous en séparer. Vous ne voyez pas une femme rentrer dans une parfumerie pour dire donnez-moi une crème réhydratante de ma couche cornée, personne ne comprendrait ce que ça veut dire. Mais sachant que la peau n'est pas déshydratée, ou alors il faut la réhydrater en mettant très rapidement une perfusion de macromolécules, parce que sinon, c'est pas la crème qui changerait quoi que ce soit. Donc, quand on parle de déshydratation, et moi-même je commettrai l'erreur, puisqu'elle est passée dans le langage courant, quand on parle de déshydratation, il s'agit bien du stratum corneum et absolument pas de la peau. Alors c'est là que l'on va devoir agir, parce que c'est là qu'il va falloir lutter tous les jours avec ce stratum corneum, qui est fait de cellules mortes, qui s'embriquent les unes dans les autres comme les tuiles d'un toit. Donc les cornéocytes subissent, c'est la nucléolyse, et puis après toute nucléolyse, eh bien, il y a une dégradation, et ces cornéocytes vont se dégrader en acides aminés, en urée et en acide organique, qui vont se mixer pour donner un
produit très important qu'on appelle les NNF, les facteurs naturels d'hydratation. Et ces facteurs naturels d'hydratation vont protéger précisément la couche cornée. Et puis, on a le film hydrolipidique qui est au-dessus. Et ce film hydrolipidique, comme son nom l'indique bien, a deux compartiments. Un compartiment hydrosoluble qui est fait des NMF avec un petit peu de sueur et un petit peu d'urée. Et puis une fraction liposoluble qui va empêcher l'eau de s'évaporer et qui est faite de sébum, de cholestérol cutané, de résidus cellulaires, etc. Donc, la couche cornée de l'épiderme, le stratum corneum, est destinée à attirer l'hydratation, et puis le film hydrolipidique est destiné à empêcher l'évaporation, et c'est comme ça que cela fonctionne dans le meilleur des cas. Donc voilà, alors vous voyez, je donnais moi-même l'erreur, mais c'est volontairement. Une peau hydratée, c'est quoi? C'est une peau qui a un film hydrolipidique en bon état, qui a des lipides intercellulaires également en bon état. Les lipides, ce sont les lipides qui constituent le ciment intercellulaire, comme vous le savez, au premier rang desquels il y a les céramides, et puis la migration de l'eau pour que ce stratum corneum soit hydraté, eh bien c'est évidemment en grande partie une migration interne par diffusion qui en fait, l'épiderme capte l'eau du derme pour s'hydrater. On parle souvent dans les articles, je suis toujours très étonné de voir ça, de la transpiration et de l'humidité atmosphérique. Oui, c'est bien gentil, mais la transpiration et l'humidité atmosphérique hydratent le stratum corneum dans une proportion de 5% maximum. 95% de l'hydratation du stratum corneum vient en fait du derme par diffusion. Et c'est, en cosmétologie, c'est quand on calcule les algorithmes de diffusion de l'eau du derme vers l'épiderme, on utilise les lois de Fick. Il y a 7 lois de Fick qui permettent de savoir, avec les produits qu'on utilise, la quantité d'eau que l'on va capter pour la garder dans le stratum corneum. Ça, c'est une peau hydratée. Une peau déshydratée, eh bien, vous voyez, une peau déshydratée, c'est une peau qui a un film hydrolipidique en très mauvais état. C'est un stratum corneum qui a perdu ses lipides intercellulaires, et naturellement, l'eau ne fait que de passer, et il y a une perte hydrique. Toute l'eau qui passe, qui arrive du derme, est immédiatement rendue à l'atmosphère, ce qui ne permet pas de garder un stratum corneum correctement hydraté, et c'est le stratum corneum correctement hydraté qui conserve la qualité de notre peau. C'est philosophiquement très dérangeant. Notre vie est protégée par une couche de cellules mortes. Notre vie est protégée par une couche de cellules mortes. Bon, on ne va pas faire de philosophie, mais c'est ça la problématique en fait. Deuxième acteur du vieillissement cutané, les protéines fibreuses du derme. Alors ça, c'est très important. Donc l'épiderme, couche de protection, on a 6 couches, on a 120 microns, on passe à l'étage en dessous, et à l'étage en dessous, on est dans l'usine. On est dans l'usine de la peau qui s'appelle le derme. Et là, on a des cellules importantes. La cellule la plus importante du derme, ce sont les fibroblastes, car ces fibroblastes vont synthétiser du collagène et d'autres protéines qui s'appellent le collagène, l'élastine et la matrice extracellulaire. Le fibroblaste est une des rares cellules du corps humain qui synthétise sa propre matrice extracellulaire. Fibroblaste, parce que vous savez bien qu'en médecine, on utilise le suffixe blaste quand il s'agit de cellules de fabrication et le suffixe plaste quand il s'agit de cellules de destruction. Fibroblast, fabrication de fibres, c'est assez logique pour une fois. Donc faisons une petite imagerie du derme. Bon, le derme est papillaire dans sa partie supérieure parce que c'est la frontière avec l'épiderme. Il est réticulaire dans sa partie profonde. On va faire une biopsie virtuelle, si j'ose dire, si vous me permettez ce mot. On est au temps de la médecine virtuelle, alors on peut l'employer maintenant. Donc si on fait cette petite biopsie virtuelle du derme, bah, on a le fibroblaste qu'on appelait auparavant les cellules étoilées à cause de leur vague forme d'étoile, et puis ces fibroblastes vont synthétiser des protéines qui s'installeront ensuite en réseau, qui sont les protéines de collagène, les protéines d'élastine, et puis la matrice extracellulaire, comme je vous le disais. Il n'y a bien entendu pas que cela dans le derme. Il y a des lymphocytes, bien sûr, il faut bien protéger. Il y a des macrophages, il faut faire le ménage. Il y a des mastocytes, il y a des cellules endothéliales, parce que l'épiderme n'étant pas vascularisé, le derme l'est très richement.
mais ceci n'a pas d'intérêt pour ce dont on parle aujourd'hui, donc je fais disparaître cela, et retenons fibroblastes, collagène, élastine, matrice extracellulaire, car c'est là-dessus qu'il faudra agir si on veut retarder le vieillissement de quelqu'un, car il faut lui garder son épiderme dans un bon état d'hydratation, mais il faut également garder l'épaisseur du derme et surtout sa capacité à fabriquer ses protéines. Alors les fibroblastes, eh bien les fibroblastes, je le disais, j'ai précédé la diapositive, si j'ose dire, dans la mesure où elle synthétise les différents composants de la matrice extracellulaire, le collagène, l'élastine, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Alors le collagène, parlons du collagène parce que on parle beaucoup du collagène, et à juste titre, puisque le collagène est une des principales protéines de notre organisme humain. Donc on peut parler du collagène à n'en plus finir, mais vous le savez certainement, bon, c'est la fameuse triple hélice constituée de 1055 acides aminés. Il y a 28 types de collagène. Il y a 28 types de collagène qui n'intéresseront pas tous la peau. Le collagène qui est présent dans la peau et celui qui est présent dans la tubulure rénale n'est évidemment pas de la même famille, par exemple. Donc on va s'intéresser à ceux qui intéressent la peau. Alors la structure du collagène est très particulière. Car c'est un montage un peu comme les filets d'un pêcheur avec des grosses mailles, puis des petites mailles, puis des mailles plus fines. Alors on a un cœur de collagène de type 5 et 11, on a les fameuses fibres de collagène 1, 2, 3, et puis on a du collagène non fibrillaire, qu'on va voir sur la diapositive suivante, du type 12 et 14, qui s'insère sur les fibres de collagène par l'intermédiaire de molécules de décorine. Tout ceci pour dire que c'est une structure complexe, mais c'est une structure complexe qui assure les forces de tension. Le collagène n'a pas d'autre rôle que d'assurer la solidité, les forces de tension de la peau. Et ceci suppose que ce collagène soit relié aux autres cellules du derme, ce qui est le cas avec le collagène microfibrillaire, que l'on va voir. Voilà. La diapositive est arrivée à l'envers, mais c'est du type 6 et de l'acide hyaluronique, et ceci assure l'interaction avec les différentes cellules du derme. Alors ce collagène, encore une fois, n'a d'intérêt que pour assurer la solidité de la peau, car, comme on va le voir dans un instant, la peau est un organe paradoxal. Et puis on a l'élastine. Alors l'élastine, vous savez, c'est assez nouveau. Pas l'élastine, mais la conception qu'on en a. Il y a 15 ou 20 ans, il y a une vingtaine d'années, on était dans une situation intellectuelle un peu bizarre où on disait la protéine noble de la peau, c'est le collagène, et l'élastine, bon, finalement, on l'a mise là, le créateur l'a mise là, mais on ne sait pas trop pourquoi, ça ne sert pas à grand-chose. Et on sait maintenant que c'est pas vrai. On sait maintenant que c'est pas vrai, c'est un polypeptide de 830 acides aminés, c'est une protéine non glycosylée qui est assez hydrophobe, et c'est surtout une protéine qui a des conformations différentes selon les situations. En effet, les configurations de l'élastine peuvent se mettre en enroulement ou peuvent se mettre en traction. On peut allonger les fibres, enfin, elles peuvent s'allonger ou elles peuvent s'enrouler. Elles se relient entre elles par des liaisons covalentes d'un acide aminé qui est la lysine. Et quand on est en situation d'allongement, eh bien, la peau est tendue. Quand on est en situation d'enroulement, la peau est détendue. Et on sait par exemple que dans certaines périodes de la vie, eh bien, les fibres d'élastine ont tendance à se mettre en enroulement plutôt qu'en allongement, ce qui explique eh bien, les dégâts cutanés que l'on observe. Alors, pourquoi cette dualité? Pourquoi cette dualité dans le couple collagène-élastine? Bien, le collagène est inextensible, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car il est résistant aux tractions et, pour faire très court,
parce que c'est plus compliqué que ça, mais pour faire très court, le collagène est responsable de la solidité de la peau. Tandis que l'élastine, qui est extensible, est responsable de l'élasticité de la peau. C'est la raison pour laquelle on dit que la peau est un organe paradoxal. Car dans le corps humain, en général, quand un organe est solide, il n'est pas souple, et quand un organe est souple, eh bien, il n'est pas solide. Je prends toujours auprès des élèves la comparaison des articulations. Si vous prenez l'articulation de la hanche, eh bien, l'articulation de la hanche est une articulation qui est extrêmement solide, car elle supporte la totalité du corps humain, mais elle n'est absolument pas souple. Ses amplitudes sont relativement limitées. Alors que si vous prenez l'articulation de l'épaule est très souple, mais elle n'est absolument pas solide. La preuve, elle se luxe très fréquemment quand on fait des sports dangereux. Bien. Eh bien, la peau, elle, présente l'intérêt d'être à la fois souple et solide. C'est comme ça qu'on a découvert que l'élastine avait un rôle. La peau est solide, et il faut qu'elle le soit, c'est quand même l'interface avec l'extérieur. La peau est solide grâce au collagène, et la peau est souple grâce à l'élastine. C'est à cause de ce couple qu'on a les deux caractéristiques qui paraissent contradictoires. Alors la matrice extracellulaire, il faut remplir l'espace, et la matrice extracellulaire, ben, je sais pas, vous le savez probablement, il y a les glycoprotéines de structure, il y a les protéines adhésives pour que l'ensemble puisse être assez lié. Il y a des grosses protéoglycanes, et puis il y a les fameux GAG, les glycosaminoglycanes. Et les glycosaminoglycanes, eh ben, ça donne quoi? Ça donne l'acide hyaluronique. Pas tout à fait ça. Ça donne les hyaluronanes, qui sont les précurseurs de l'acide hyaluronique. Enfin bon, pour faire court, ça donne l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, qui est l'élément probablement le plus important du derme, ça mérite qu'on s'y arrête une minute ou deux. L'acide hyaluronique, bon, c'est la contraction, historiquement, c'est la contraction de deux mots. Hyal, qui en grec signifie vitreux, car quand on a isolé cet acide pour la première fois en 1934, eh bien, on ne savait pas comment le nommer, alors on a pris hyal parce que c'était vitreux en grec, et depuis, bah, ça a fait du chemin, puisque maintenant on appelle le corps hyalin à cause de son caractère translucide. Donc, il a donné le nom, en fait, à un certain nombre de significations, comme translucide, comme vitreux, etc. Bien. Et puis uronique, qui est l'acide qui rentre dans sa position. Alors donc, ces localisations, parce qu'on a tellement utilisé en esthétique qu'on a l'impression que l'acide hyaluronique a été créé pour l'esthétique, que c'est un gadget qui n'existait pas avant, et qu'on l'a créé pour la situation. Bien sûr que non. L'acide hyaluronique, on en a partout. On en a dans le derme cutané, bien sûr, avec les glycosaminoglycanes, on en a dans le corps vitré de l'œil, puisque c'est là qu'on l'a découvert. On en a dans les cartilages, on en a dans le liquide synovial, on en a absolument partout. Donc c'est un composant très important du corps humain. Et quelle est sa structure? Alors je ne vais pas vous faire de biochimie parce que ça ne va pas vous amuser beaucoup, mais arrêtons-nous sur un tout petit détail. Donc ce sont des disaccharides, vous le saviez, qui sont répétés sur des chaînes de 25 000 unités, avec une molécule d'acide glucuronique et une molécule de N-acétylglucosamine. Et puis, voilà sa structure biochimique. Pourquoi je vous montre ça? Pas du tout pour faire état de science quelconque, mais regardez. Je ne trouve pas le pointeur. Si, il est là. Non. Ah, oui, j'étais pas au bon endroit. COOH. Il manque quelque chose. Il manque COOH 2O. Ça veut dire que si on met une molécule d'H2O au contact de cet acide hyaluronique, eh bien, que va-t-il se passer? Voilà ce qui va se passer. L'acide hyaluronique va absorber, va fixer toute l'eau disponible, et Dieu sait s'il y en a dans le derme. In vitro, pas in vivo bien sûr, in vitro, 1 gramme d'acide hyaluronique peut absorber 1 litre d'eau. Donc en fait, l'acide hyaluronique, c'est un élément extrêmement important puisque COOH étant insuffisant, COOH2O étant une meilleure qualification, on va absorber avec l'acide hyaluronique toute l'eau qui est disponible dans le derme.
Et je rappelle que le corps humain est fait à 72% globalement, mais à 66% d'eau pour ce qui concerne son compartiment cutané. Donc toute l'eau sera fixée grâce à cet acide hyaluronique. Alors son organisation, ce sont des chaînes de 25 000 unités, elles forment des longs rubans flexibles et adoptent des tas de conformations. Je vous ai mis un schéma sur 1 nanomètre. Je rappelle qu'un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Et sur 300 nanomètres, eh bien voilà la configuration que peut avoir l'acide hyaluronique. Alors, dans le derme, c'est la même chose dans les cartilages articulaires, etc. C'est la raison pour laquelle on a des propriétés visco-élastiques, tant au niveau du derme qu'au niveau des cartilages ou du liquide synovial, et que je ne sais pas s'il y a de rhumatologues dans la salle, mais quand un patient a une gonarthrose, eh bien, il va faire une visco-supplémentation en injectant directement dans l'articulation du genou, in situ, de l'acide hyaluronique pour restituer les propriétés visco-élastiques. Mais c'est la même chose dans la peau quand vous en injectez vous-même. Troisièmement, la microcirculation. Le troisième acteur, la microcirculation. Alors la microcirculation n'est pas, au niveau de la peau, n'est pas différente, si vous voulez, de la circulation générale, dans la mesure où elle a ces trois compartiments, artériel, veineux et lymphatique. Sa spécificité, si j'ose dire, est liée à sa physiologie. D'abord, comme on l'a dit, l'épiderme n'est pas vascularisé, mais il faut bien qu'il soit quand même nourri. Il a besoin d'oxygène, il a besoin de nutriments. Donc, ces nutriments arrivent par ce qu'on appelle les anses papillaires, qui sont au contact direct de l'épiderme. Et puis, sous les anses papillaires, on a un plexus dermique superficiel. Ce plexus dermique superficiel est relié à un plexus dermique profond, et lequel plexus dermique profond est relié au vaisseau sous-cutané. Eh bien, on a pour ce faire des shunts artério-veineux qu'on appelait avant, il ne faut plus mettre ça maintenant puisqu'on est en train de débaptiser tous les noms médicaux, qu'on appelait des glomérules de Masson et qu'on appelle maintenant les shunts artério-veineux. Et lorsque on observe le vieillissement cutané, eh bien, on observe que ces shunts artério-veineux fonctionnent moins bien, notamment chez les accros à l'acide nicotinique, et que par conséquent, la vasoconstriction est souvent supérieure à la vasodilatation. Donc, ça, c'est un des problèmes du vieillissement cutané. Il faudra rétablir l'efficacité de ces shunts par des méthodes appropriées. C'est le troisième acteur du vieillissement cutané. Donc, pour me résumer, les altérations liées au vieillissement, alors vous voyez que le programme est vaste, et vous voyez que ce n'est pas si simple que ça de traiter l'antivieillissement. On a donc cette déshydratation cutanée qui fait que l'eau n'est plus retenue dans le stratum corneum, mais s'évapore, et ça, naturellement, ça ne peut qu'accélérer le vieillissement. Il faudra donc absolument remédier à cette situation et empêcher la PIE, la perte insensible en eau. Ensuite, il faudra s'intéresser à la raréfaction des protéines du derme. Donc là, on a 4 choses à faire dans le derme. On a d'abord les fibroblastes. On est confronté à une diminution des synthèses. Sur une diminution des synthèses, bien sûr, il va falloir les rétablir et les augmenter. On a, au niveau de la matrice extracellulaire, un déficit au niveau des glycosaminoglucanes, et par conséquent, si on a une altération des glycosaminoglucanes, on va avoir nécessairement un déficit en acide hyaluronique. Au niveau du collagène, on va être confronté à sa rigidification, car on a un phénomène de glycation, ou de glycolysation si vous préférez. Je rappelle que la glycation, c'est l'union d'un sucre et d'une amine. Donc, l'union de ce sucre et de cette amine va rigidifier le collagène et par conséquent lui ôter sa capacité d'assurer les forces de traction. Et enfin, au niveau de l'élastine, eh bien, on va avoir affaire soit à une calcification, car l'élastine, de par sa biochimie, a une propension à capter tous les ions calcium, et une solubilisation par dystrophie. Donc, vous voyez, au niveau du derme, le programme, il est vaste. Hein. Il faut s'occuper des fibroblastes, de la matrice extracellulaire, du collagène et de l'élastine.
Et puis au niveau du derme, on a un autre problème qui sont celui des enzymes. Alors là, on ne sait pas très bien le résoudre à l'heure actuelle. Car, comme vous le savez, une protéine est toujours couplée à une enzyme qui a le même nom qu'elle, mais avec le suffixe ase. Donc on a les hyaluronidases, les collagénases et les élastases. Et ces enzymes sont en principe destinées à détruire la vieille protéine lorsqu'elle est en fin de vie pour permettre aux résidus d'être pris par la circulation générale. Bien. Donc, on a ce problème. Mais on a ce qui nous ennuie et qu'on ne sait pas, dont on n'a pas d'idée sur l'étiologie, c'est que ces collagénases, bien sûr, vont faire leur action, comme vous le voyez sur ce tableau, c'est ce que je viens de dire, mais ça, en principe, ce sont les enzymes qui traitent les protéines en fin de vie. Mais lors de la ménopause, eh bien, ces protéines diminuent, mais les enzymes demeurent. Donc ces enzymes, au lieu de s'attaquer aux résidus, s'attaquent aux protéines nobles. Et ça, c'est un gros problème qu'on ne sait pas à l'heure actuelle encore très bien traiter. On a les antiglycans, bien sûr, mais ça ne marche pas. Au niveau de la circulation, on aura une hémodynamique, une chute de l'homothermie et une inefficacité des shunts que l'on constatera et qu'il faudra essayer de rétablir. Ça, ce sont les trois acteurs principaux. Les trois acteurs principaux qui représentent 90% du problème à résoudre, donc stratum corneum, protéines fibreuses du derme et microcirculation. Mais on a deux problèmes secondaires. On a deux problèmes secondaires qui intéressent beaucoup les patients et sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. C'est la mélanogénèse et c'est la myotrophie des muscles paussiers de la face. La mélanogénèse. Alors, très rapidement, le schéma de la mélanilisation, vous le connaissez. Il y a dans l'épiderme des mélanocytes et un mélanocyte produit de la mélanine. Cette mélanine donne sa couleur à notre peau et en général, un mélanocyte livre, si je peux m'exprimer cette expression, 36 kératinocytes clients. Alors ça, c'est bien, on fabrique de la mélanine, on colore 36 mélanocytes et ça se passe très bien. Ça se passe très bien selon un processus qui est parfaitement connu, qui est celui-ci. Donc on a des mélanocytes. Les mélanocytes produisent de la mélanine à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Cette tyrosine va être hydroxylée en dihydroxyphénylalanine et après l'hydroxylation, eh bien, il va y avoir une oxydation de cette dihydroxyphénylalanine et ensuite il y aura production des deux types de mélanine, le mélanine et phéomélanine, l'une étant plus soufrée que l'autre et donnant la couleur par exemple à la rage jaune, aux peaux de rage jaune. Et ce processus ne peut se dérouler qu'à une seule condition, c'est de bénéficier d'une enzyme qui s'appelle la tyrosinase et qui intervient 3 fois. J'ai fait trop vite. Bon, ça ne fait rien, vous avez retenu la diapositive. Cette tyrosinase intervient 3 fois. Elle intervient à chaque étape du stade de la mélanisation. Eh bien, lorsque le mécanisme de cette tyrosinase se dérègle, il se dérègle, on vieillit, eh bien, voilà ce qui va apparaître, des lenticaux, des lentigines et des taches séniles qui font que la répartition mélaninique n'est plus harmonieuse et qu'il y a des dépôts mélaniques sur certains endroits de la peau. Ça peut être le visage, ça peut être le plus souvent les mains, et c'est aussi un des problèmes du vieillissement cutané qu'il faudra résoudre, car vous aurez beaucoup de demandes sur le traitement de ces incidents mélaniques qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. On obtient quand même, mais qui ne sont pas toujours faciles à obtenir pour supprimer ces dépôts mélaniques. Vous savez ce qu'on dit? On dit que les mains d'une femme, mais c'est la même chose pour un homme, s'évaluent à ses mains. Et c'est à cause de ces dépôts mélaniques. Et puis, vous avez un autre problème qui n'est pas facile non plus à résoudre, qui est celui des amyotrophies des muscles paussiers de la face. C'est toujours un facteur péjoratif, toujours un facteur aggravant, et c'est extrêmement difficile à résoudre. Parce que, d'abord, il n'y a pas de peau tendue sur une musculature atrophiée. Ça,
Vous le constatez probablement tous les jours dans vos consultations. Mais la difficulté, c'est que sur l'ensemble du corps humain, les muscles ont en général une structure qui permet de recruter des fibres musculaires. Je m'explique. En général, vous avez un corps musculaire, et puis à chaque extrémité de ce corps musculaire, vous avez un tendon, et en rapprochant ce tendon, les deux tendons, eh bien, vous recrutez davantage de fibres musculaires. Vous savez qu'on dit qu'avec 1/5 de ces fibres musculaires, et que quand on dit qu'on va muscler un muscle, on va tout simplement recruter des fibrilles qui n'étaient pas utilisées. Donc c'est extrêmement facile à faire pour un muscle long. On va, si je considère que mon biceps brachial n'est pas suffisant, ben, je vais prendre des haltères et puis je vais faire des flexions-extensions jusqu'à ce que j'ai recruté beaucoup plus de myofibrilles et je vais faire gonfler mon biceps brachial. Oui, mais ceci n'est pas possible au niveau du visage, car en général, les muscles du visage n'ont qu'un seul tendon, qui est celui qui fixe l'insertion osseuse. Le deuxième tendon est en général inséré soit sur la face supérieure de la peau, soit sur l'aponévrose, soit sur un autre muscle. Ce qui pose un autre type de problème, c'est que lorsque vous voulez muscler, entre guillemets, un muscle du corps, vous pouvez le faire de manière analytique, même dans des conditions difficiles. Par exemple, quand vous voulez, vous savez que le quadriceps a 4 muscles, eh bien vous pouvez, le vaste interne, le vaste externe, le crural et le couturier, eh bien vous pouvez, avec des manœuvres très spécifiques, vous pouvez muscler l'un de ces 4 muscles de manière analytique. Oui, ça n'est pas possible au niveau du visage, puisqu'ils travaillent en synergie et que vous ne pouvez pas les tonifier un par un. Alors il faudra trouver des méthodes pour résoudre ce problème. Et ça vous sera demandé. D'abord, il faudra les évaluer. Alors je vous ai fait un petit tableau pour vous permettre d'évaluer les principales amyotrophies du visage. Vous avez surtout celle du muscle frontal, par exemple. C'est pour ça que certains, dans la salle que je regarde, injectent des dérivés de toxines botuliques pour neutraliser ce muscle, par exemple, mais on peut aussi le muscler. Vous avez le muscle orbiculaire de l'œil, qui est important. Vous avez le pyramidal, et vous avez le releveur superficiel et le releveur profond. De telle sorte que ces 4 muscles sont responsables de la tension du tiers supérieur du visage. Vous avez ensuite le petit zygomatique qui relie l'angle externe de la bouche à l'angle externe de l'œil. Vous avez le grand zygomatique qui relie le coin externe de la bouche à la région préauriculaire. Et les deux associés au buccinateur sont responsables de la tension du tiers moyen du visage. Vous avez le masséter, qui est un muscle extrêmement important pour des raisons qu'on ignore complètement. C'est le muscle qui appauvrit sa fonction immédiatement après la ménopause pour donner ce que les femmes appellent des bajoux. Et donc, ce muscle, il faut s'y intéresser car ça sera un motif de consultation à lui tout seul qui peut être important, notamment s'il y a une déhiscence importante. Vous avez ensuite l'orbiculaire des lèvres. Alors, l'orbiculaire des lèvres travaille en synergie avec le triangulaire des lèvres et le carré du menton. Et ces 3 muscles sont responsables de la tension du tiers inférieur du visage. Vous avez le paucier, le muscle paucier, dont on ne sait pas très bien si c'est un muscle, puisque 20% des gens n'en ont pas. Donc c'est une seconde peau. Certains auteurs considèrent que c'est une seconde peau, donc considèrent que c'est un muscle à part entière. Vous avez le digastrique. Le digastrique est un muscle très curieux, puisqu'il a 3 tendons, lui, par contre. Il a un tendon à chaque extrémité et un tendon central. Il est responsable de ce qu'on appelle l'ovale du visage. Et il travaille en synergie avec le sternocléido-hyoïdien, les deux assurant la tension du cou. La tension du cou est également assurée par les sternocléido-mastoïdiens, qui théoriquement sont des muscles rotateurs, mais qui en fait assurent la tension de la peau du cou. Voilà, vous aurez à vous intéresser à tout cela. On pourra voir comment, mais là, c'est assez complet. Donc le vieillissement cutané, c'est le stratum corneum, les protéines fibreuses du derme, la microcirculation,
les incidents mélaniques et la myotrophie des muscles de la face. Vous voyez que le programme est vaste et que vous ne risquez pas de manquer d'activité. Alors, passons, si vous voulez, aux causes du vieillissement cutané, ce qui nous permettra d'envisager sereinement les traitements. On ne peut pas faire de traitement sans cause, enfin en tout cas c'était avant comme ça. Je ne sais pas si ça continuera. On a 4 types de vieillissement cutané: le vieillissement cutané chronologique, le vieillissement cutané photo-induit, le vieillissement cutané ménopausique et le vieillissement cutané environnemental. Alors je vais passer rapidement parce que c'est purement informationnel, c'est pour montrer la complexité du problème. Le vieillissement cutané chronologique, eh bien, on a 3 causes: une cause génétique, une cause chimique, une biochimique. Je vais passer rapidement parce que vous les connaissez en fait. La cause génétique, eh ben, c'est l'apoptose. C'est l'apoptose, ça. Quand on saura régler l'apoptose, on saura régler une grande partie du vieillissement cutané. On a la réduction des télomères. Alors, il y a une grande théorie actuelle sur les télomérases, mais elle ne fait pas consensus, loin s'en faut. Et puis, on a surtout la théorie des erreurs, que tout le monde admet maintenant, qui sont les fautes de réplication et les anomalies de transcription. Quand une cellule mère donne naissance à des cellules filles, son génome donne lieu à des anomalies de transcription, à des fautes de réplication, de telle sorte qu'à la 6e, 7e, 8e, 10e et 15e génération, par exemple, eh bien, il manque vraiment un bout de chromosome et que par conséquent, on n'est plus dans la situation antérieure, ce qui implique le vieillissement cutané dit intrinsèque ou chronologique. On a la cause chimique, alors ça, vous entendez parler matin, midi et soir, c'est la production des radicaux libres oxygénés. Vous savez que ces radicaux libres oxygénés ciblent surtout les lipides membranaires et puis l'ADN nucléique. Alors il faut évidemment utiliser des antiradicaux libres, on en parle. Et puis la cause biochimique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la glycation des protéines et surtout la glycation au niveau du collagène quand un sucre est collé à une amine et rigidifie le collagène. Voilà, ça c'est le chronologique, c'est l'intrinsèque, c'est celui sur lequel on ne peut théoriquement pas grand-chose, encore qu'on a de plus en plus de moyens d'agir sur certains d'entre eux. Le vieillissement cutané photo-induit, je ne vais pas parler de ça, bien sûr, dans une région du sud de la France où le soleil attire la plupart des gens, mais vous savez que le soleil peut donner des anomalies nucléiques qui affectent les kératinocytes et surtout qui sont susceptibles de permettre l'apparition de néocellules, tant au niveau de l'épiderme qu'au niveau du derme. Et au niveau du derme, je signale qu'il n'y a pas que le cancer de la peau qui est important du point de vue de l'apparence, il y a aussi toutes ces élastoses, toutes ces dystrophies de la peau qui sont très importantes et qui aboutissent par excès de soleil à une destruction complète du derme. Et il faut bien sûr essayer de faire de la pédagogie. Bon courage. Le vieillissement cutané ménopausique, vous le connaissez dans votre exercice quotidien, donc je ne l'ai mis que pour le signaler, avec les causes que vous connaissez très bien, les bouffées de chaleur, l'augmentation de la pilosité des cheveux, la déshydratation qui devient beaucoup plus importante au niveau du stratum corneum, le derme qui s'effondre, puisqu'il y a un effondrement du matelas dermique qui est environ de 10 à 10% tous les 10 ans, lorsqu'une femme est ménopausée. Il y a une perte de souplesse, il y a les fameuses rides dont on parle tant, et puis au niveau histologique, on a la diminution du glucose, on va avoir moins de collagène, moins d'élastine, c'est tout à fait ce qu'on a décrit tout à l'heure. Autrement dit, le vieillissement cutané ménopausique est assez proche, sans être identique, des effets du vieillissement cutané chronologique. Et puis, le vieillissement cutané environnemental. Alors, on a 3 choses: le tabagisme, la pollution atmosphérique et l'ozone. Le tabagisme, comment vous en parlez? Je suppose que vous en parlez dans vos consultations régulièrement, sans toujours le succès que vous escompteriez, mais vous savez que l'acide nicotinique provoque une dystrophie des fibres d'élastine, provoque surtout une vasoconstriction de toute la microcirculation. C'est pour ça que quelqu'un qui fume n'a pas tout à fait la même peau que quelqu'un qui ne fume pas, parce que quand il fume, il est en vasoconstriction permanente, et ça affecte le 3e volet du vieillissement cutané.
La pollution atmosphérique, ben, on ne peut que la déplorer, à défaut de pouvoir agir sur elle, mais on sait qu'on a une très forte augmentation de la PIE avec la pollution, et surtout une altération des lipides de surface. Et puis je dis un petit mot sur l'ozone, parce que vous pouvez avoir une fonction de pédagogie, car l'ozone crée une peroxydation des lipides membranaires, une déplétion vitaminique, mais j'en dis un petit mot parce que, pour des raisons que j'ignore complètement, pourtant Dieu sait que j'ai cherché, avant la dernière guerre mondiale, il est apparu dans les instituts de beauté une mode qui était de soumettre les femmes à des bains d'ozone, qui avaient vaguement la propriété d'être bactéricides. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs on a besoin de faire des actions bactéricides sur la peau, mais enfin, ça a donné lieu, notamment en Allemagne, puis ensuite en France, à la création d'un appareil qui s'appelle le Vapozone et qui délivre des vapeurs d'ozone sur la peau pendant 30 minutes. C'est une stupidité absolue. Il faut donc absolument empêcher cela. De nombreux constructeurs ont remplacé l'ozone par de la vapeur d'eau, et là naturellement il n'y a aucun danger à redire, mais il y a encore en circulation des vapozones, c'est-à-dire des émetteurs d'ozone sur la peau. C'est invraisemblable. Le ministère de la Peau, l'ANSM, qui s'occupe de tellement de choses inutiles, ne se sont jamais intéressés à ce problème pour des raisons que j'ignore complètement. Donc vous pouvez inciter vos patientes à refuser les vapeurs d'ozone. En conclusion, provisoire, le vieillissement cutané, j'espère vous en avoir convaincu, est un phénomène pluribactériel. Il y a des causes exogènes, il y a des causes endogènes. Et comme toujours en médecine, quand il y a des causes endogènes et exogènes, vous pensez bien que la prise en charge ne pourra être que plurimodale. C'est extrêmement important. Il n'y a pas un traitement miracle du vieillissement cutané, il y a une association traitement efficace, ce qui est un petit peu différent. Alors voyons précisément ces traitements, tout en sachant que je ne vous parlerai que du non-invasif, puisque je ne suis pas compétent pour l'invasif. Pourquoi le non-invasif? Eh bien parce que c'est l'évolution naturelle de la médecine. C'est l'évolution naturelle de la médecine. On ne fait plus ou presque plus de cholécystectomie par voie sanglante. Ça n'existe plus. On fait des endoscopies. On ne fait plus de minisectomie par voie sanglante. On fait une arthroscopie. On commence à faire des pontages coronariens par endoscopie. Donc, s'il y a cette tendance au non-invasif en médecine, eh bien, il y a nécessairement une tendance au non-invasif en médecine esthétique. C'est l'évolution naturelle des choses et on ne pourra pas, fort heureusement, y échapper. Alors, si vous voulez traiter le vieillissement cutané, il y a 4 stratégies. Vous pouvez faire toute la littérature mondiale, vous pouvez regarder tous les articles, vous pouvez regarder toutes les publications, vous caserez toujours ce que vous lirez dans l'une de ces 4 stratégies, dans l'une de ces 4 catégories, même si j'ai trouvé des noms un peu provocateurs pour susciter l'attention. Mais on peut traiter par soustraction, on peut traiter par addition, on peut traiter par reprogrammation et on peut traiter par stimulation. Et c'est tout. Toutes les techniques non invasives du vieillissement cutané sont susceptibles d'être classées dans l'une de ces 4 catégories. Je ne parle pas des injections de toxines botuliques, d'abord parce qu'elles ne traitent pas le vieillissement cutané, elles masquent la misère sur le tiers supérieur du visage, et je ne traite pas de la chirurgie plastique, parce que naturellement, d'abord, ce n'est pas de ma compétence, et ensuite parce qu'il ne s'agit pas d'un traitement de vieillissement cutané, mais d'un traitement chirurgical du vieillissement cutané, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, en traitement médical du vieillissement cutané, vous aurez toujours ces 4 stratégies: soustraction, addition, reprogrammation et stimulation. Les traitements par soustraction, c'est ça. Eh bien, il y a 2 types de traitements par soustraction qui sont l'exfoliation et le peeling. À ne surtout pas confondre l'un avec l'autre. Et pour des raisons marketing,
on confond souvent le peeling et l'exfoliation. Et c'est dommage. Qu'est-ce que l'exfoliation? L'exfoliation, c'est l'accélération d'un processus physiologique normal. Je dis n'importe quoi. Si on perd 200 cornéocytes à l'heure, eh bien, en exfoliant, on va en perdre 400 ou 600. Voilà. Qu'on aurait perdu de toute façon. Autrement dit, on n'a rien cassé, on n'a rien abîmé, on a accéléré un processus qui se serait déroulé de toute façon, mais beaucoup plus lentement. On a accéléré un processus physiologique normal. Ça, c'est l'exfoliation. On verra les moyens tout à l'heure. Le peeling, c'est autre chose. Le peeling, en anglais, to peel veut dire peler. Donc le peeling est une amputation. Alors, on va amputer une demi-couche de liquide épiderme. Une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches, 6 couches. Ça, c'est une décision thérapeutique qui relève de votre expertise, mais il faut savoir que quand on fait un peeling, on ampute. J'insiste là-dessus parce que dans les instituts de beauté, alors ne croyez surtout pas que j'ai quoi que ce soit contre les esthéticiennes, c'est évidemment pas le cas, elles rendent des services considérables et leur utilité n'est plus à démontrer. Simplement, les erreurs de langage sont susceptibles d'engendrer des erreurs de conception, et c'est bien dommage. Donc, dans tous les instituts de beauté, on vous dira qu'on vous fait un peeling. Non, pas du tout. On ne fait pas de peeling dans l'institut de beauté. On vous fait une exfoliation. C'est déjà très bien, et c'est parfait. Mais on ne fait pas de peeling dans un institut de beauté. On fait une exfoliation. Le peeling, ça se fait chez le médecin, ou chez le praticien qui a été formé pour cela, et qui ne fait pas comme ça à la légère. Ça nécessite d'abord un diagnostic, ensuite ça nécessite des précautions d'emploi, et ça nécessite une expertise qu'on n'a pas nécessairement dans un institut de beauté. Donc, exfolier ou faire un peeling, c'est deux notions différentes. Et encore une fois, ne croyez pas que je veuille retirer le pain de la bouche aux esthéticiennes, loin de moi cette vilaine pensée. Alors, le but de l'exfoliation, c'est de libérer la surface épidermique des cornéocytes matures. En fait, stratum corneum, on a 2 sous-couches, le stratum disjonctum et le stratum compactum. Alors le latin est suffisamment parlant pour comprendre que le stratum disjonctum, ce sont les cornéocytes matures qui sont prêts à s'exfolier, à se desquamer naturellement, et le stratum compactum, eh bien, ce sont les cornéocytes matures, mais qui sont encore collés à la paroi inférieure. Donc, on va accélérer ça, on va séparer ces 2 stratums, ces 2 sous-stratums, et on va accélérer le processus de desquamation qui se serait produit, mais en le faisant plus vite, on va obtenir des effets que l'on va voir. Et ceci va permettre de susciter la sécrétion d'acides gras, du cholestérol, et de multiplier les cellules épidermiques. Parce que c'est ça le vrai but des traitements par soustraction. Qu'ils soient exfoliants ou qu'ils soient peeling, c'est ça le vrai but. Alors on dit toujours faire une exfoliation bien comprise ou faire un peeling, c'est pour avoir la peau plus belle, plus lumineuse, plus éclatante, enfin toutes sortes de termes superlatifs que vous connaissez. Oui, c'est bien, c'est sympathique, et puis ça fait plaisir aux patientes, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de susciter l'ascension de cellules jeunes, car on aura une peau moins vieillie et en meilleur état si elle est faite de carnéocytes qui ont 14 jours plutôt que de kératinocytes qui ont 14 jours plutôt que de kératinocytes qui en ont 28. Donc quand on fait une exfoliation, ou pire quand on fait un peeling, ce que l'on veut obtenir, c'est d'augmenter la vitesse d'ascension des kératinocytes qui deviendront des cornéocytes. C'est ça le véritable intérêt. Le véritable intérêt, c'est pas de nettoyer la peau. L'exfoliation ou le peeling, c'est pas un super nettoyage de peau pour avoir une peau lumineuse et éclatante, pas du tout. C'est de susciter l'ascension de cellules jeunes. Nous sommes dans l'antivieillissement, et l'antivieillissement, ben c'est quoi? C'est place aux jeunes. Vous connaissez le dicton. Voilà. Alors, quels sont les moyens? Alors, les buts du peeling, pardon, que j'allais sauter. Alors, c'est de détruire de façon contrôlée plusieurs couches de l'épiderme, et éventuellement en dessous. Et là, on va susciter une régénération, de la même façon qu'avec l'exfoliation, mais là, avec des kératinocytes résiduels, surtout dans un peeling superficiel, et surtout à partir des annexes, si vous faites un peeling profond. D'où la plaisanterie que je faisais avec M. Lelouch, qui a disparu au début de cette intervention, en disant que les cellules souches, la quantité de cellules souches la plus importante est dans le follicule pileux. Eh bien, c'est pas pour rien que ce follicule pileux va permettre une régénération des
cellules que l'on a pelées. Alors je vous ai fait un petit tableau de moyens pour qu'on s'y retrouve, parce qu'on nous rebat les oreilles avec tellement de techniques mettons un petit peu d'ordre, si vous voulez bien. Que vous fassiez une exfoliation d'un peeling, vous avez trois moyens. Vous avez les moyens physiques, vous avez les moyens chimiques, et vous avez les moyens cosmétologiques. Quand vous faites une exfoliation, vous pouvez le faire par microabrasion. Vous pouvez faire une microabrasion par projection, la microabrasion par projection qui a eu son heure de gloire, puis j'ose pas dire qu'elle a disparu, mais enfin elle est de moins en moins utilisée et de plus en plus contestée. Il s'agissait de projeter sur la peau des cristaux amorphes de corindon qui agissaient un peu comme un Karcher sur une façade d'immeuble pour décoller les cellules et permettre leur desquamation. Et ça a duré 15 ans, voire 20 ans. Et des marques prestigieuses recommandaient cette microabrasion par projection. Et puis on s'est aperçu que les cristaux de corindon ne servaient pas qu'à décoller les cellules matures, on retrouvait des cristaux de corindon dans le derme. Alors vous allez me répondre que ce sont des cristaux amorphes, donc c'est pas très grave qu'il y ait des cristaux amorphes dans le derme. Oui, certainement, sauf que le derme n'a pas non plus vocation à devenir un cimetière de corindon. Donc on a abandonné. La microabrasion par friction, c'est une microabrasion qui est obtenue en frottant la peau avec soit du papier de verre, c'est ce que les Américains appellent la sandbrasion, sand veut dire sable, soit du papier de verre, soit en Suisse, une grande marque suisse qui fait ça avec des pierres précieuses, soit maintenant des matériaux composites. Et vous avez dans la salle le docteur Donat qui interviendra tout à l'heure et qui a une grande expérience de cette microabrasion par friction et qui pourra vous en parler certainement moi. Et puis vous avez les microabrasions par vibration qui sont ce qu'on appelle les scrubs, qui sont des lames métalliques vibrantes et qui permettent avec une vibration que l'on peut régler d'obtenir cette exfoliation. Le peeling, en moyen physique, alors c'est la dermabrasion, attention, pareil, ne confondons pas la microabrasion et la dermabrasion. La dermabrasion, c'est autre chose. C'est ce que les dermatologues font avec une roue diamantée, qu'ils font tourner un petit peu comme les tours de dentiste, et qui vont arracher une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, cinq couches, six couches de l'épiderme. Et quand on trouve une goutte de sang, c'est qu'on est arrivé dans le derme. Ça nécessite une très grande précision, ça nécessite aussi une très grande expérience, parce que je rappelle que l'épaisseur de l'épiderme est comprise entre 100 et 120 micromètres, ce qui n'est pas grand-chose. Un micromètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Donc la vraie dermabrasion, c'est quelque chose d'assez spécifique, que seuls les dermatologues entraînés peuvent pratiquer. On peut le faire avec des lasers spécifiques, avec une lumière pulsée, on peut le faire avec une cryothérapie, mais la cryothérapie à la neige carbonique ou à l'azote liquide. Ça, c'est les lignes physiques. L'exfoliation chimique, il n'y a guère que les enzymes, mais ils ne sont plus très en vogue. Ils ont eu leur heure de gloire, ils ne sont plus très en vogue, mais enfin, comme tous les gens qui ont eu leur heure de gloire, ça reviendra. Et puis, on a les peelings chimiques. Alors, on a le peeling au trichloracétique, on a le peeling à la résorcine, et puis le pire, le peeling au phénol, qui nécessite quand même 3 mois d'éviction sociale et qui n'est donc employé que dans des cas extrêmement précis et, fort heureusement, assez rares. Et puis, les exfoliations cosmétologiques, ce sont les gommages mécaniques. Qu'est-ce que c'est qu'un gommage? C'est une crème un petit peu grasse dans laquelle on a mis des éléments durs, comme du sable ou des polyéthylènes, et c'est le frottement de ces grains de sable qui vont obtenir l'exfoliation, ou les alpha-hydroxyacides, à condition qu'ils soient de faible pourcentage, car sinon, on devient peeling, puisque avec les AHA, les alpha-hydroxyacides de fort pourcentage ou les bêta-hydroxyacides de fort pourcentage, eh bien, on peut faire des peelings cosmétologiques. Il y a des marques américaines qui ont fait leur réputation. Vous connaissez bien les 2 marques américaines qui sont les 2 marques leaders de cosmétologie médicale et qui ont fait leur réputation, toutes les deux, sur les alpha-hydroxyacides de fort pourcentage et sur les bêta-hydroxyacides de fort pourcentage. L'exemple du premier est l'acide glycolique, on va le voir. L'exemple du second est l'acide salicylique. Pourquoi ces deux? Parce que l'un est hydrosoluble et que l'autre est liposoluble.
Voilà, vous avez à peu près là, je ne prétends pas être exhaustif, mais vous avez là à peu près tous les moyens, en tout cas connus et utilisés en pratique courante, des traitements par soustraction. Alors le peeling de référence, c'est évidemment l'acide glycolique. Alors pourquoi? C'est un alpha-hydroxyacide, comme tous les alpha-hydroxyacides, il a sa fonction hydroxyde alcoolique et OH, sa fonction carboxylique et COH, et elles sont situées en position 2, ce qu'on appelait, un peu du jargon, mais ce qu'on a appelé la position alpha sur l'atome de carbone qui les retient avec un radical. Alors vous voyez tout de suite que l'acide glycolique, c'est vraiment le plus simple et le moins cher, si j'ose dire, puisqu'il n'y a que 2 atomes d'hydrogène qui le constituent sur le radical de base. Alors vous avez des tas d'acides hydroxyacides. On les a appelés pendant une époque les acides de fruits, et c'était encore une erreur de langage, puisque l'acide lactique, qui est l'un des plus utilisés également, n'est pas le résultat d'un fruit, mais du lait. Donc c'est une erreur de les appeler acides de fruits, même si l'acide glycolique provient de la canne à sucre. C'est une erreur de les appeler les acides de fruits, et appelons-les par leur nom, c'est-à-dire des alpha-hydroxyacides. On a l'acide malique, l'acide tartrique, etc. On pourrait en faire toute une liste qui sont utilisés. Alors, les actions de l'acide glycolique sont connues, bien sûr, rien qu'avec leur fonction. Vous imaginez qu'au niveau de l'épiderme, on va réguler l'hydratation, on va diminuer l'hyperkératinisation, donc ça agit vraiment sur le vieillissement cutané. On va on va accélérer le renouvellement épidermique, et c'était en fait le but de la manœuvre. Et puis au niveau du derme, on va stimuler les glycosaminoglucanes et on va augmenter les protéines fibreuses du derme. C'était bien l'objet de notre travail. Les traitements par addition. Deuxième catégorie, les traitements par addition. Alors les traitements par addition, comme vous l'imaginez très facilement, on va ajouter quelque chose. Et là, on a 2 types de traitements. On a les traitements par comblement ou on a les traitements par remplissage. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas les confondre. On va combler ou on va remplir. Alors les traitements par comblement. Dans un traitement par comblement, la cible est épidermique. La cible est épidermique puisque l'objet est de réduire le fossé rédulaire. On ne s'attaque pas au vieillissement cutané, là on s'attaque aux rides. Donc la ride étant un fossé, résultat du vieillissement cutané certes, mais une entité, eh bien on va injecter un produit, soit dedans, soit en dessous, pour remonter le fossé rédulaire et réduire l'action. C'est la cible épidermique du traitement par comblement. Dans le traitement par remplissage, alors là c'est autre chose. On ne s'occupe pas de l'épiderme, on fait une visco-supplémentation dermique, un petit peu comme les rhumatologues font une visco-supplémentation articulaire. D'ailleurs c'est le même acide hyaluronique, en tout cas c'est le même fournisseur d'actifs. Et là on va agir dans le derme réticulaire pour regonfler le matelas dermique, dont on a dit tout à l'heure que avec l'âge, il a tendance à s'effondrer. On va donc essayer de restituer l'épaisseur du matelas dermique. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce sujet, car vous avez dans la salle monsieur le docteur Lévy, qui est un des praticiens les plus connus à Paris pour ce genre de technique, et qui vous fera ce soir des démonstrations. J'espère qu'il ne me contredira pas. S'il le faisait, ça me permettrait de mettre mon diaporama à jour. Les traitements par reprogrammation. Alors les traitements par reprogrammation sont un peu plus nouveaux, si j'ose dire, mais on fait la preuve de leur efficacité, d'où leur grande utilisation par les praticiens. Et les traitements par reprogrammation, le principe est très simple, c'est qu'on va reprogrammer les métabolismes cellulaires qui s'étaient dégradés. Et on va le faire grâce aux effets photobiologiques des lumières médicales. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus non plus, parce que la lumière médicale, enfin les 3 lumières médicales, seront l'objet de communication demain matin. Donc je vous ferai demain matin laser et LED, qui mérite un sujet à part entière. Les traitements par stimulation. Alors les traitements par stimulation, ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est le 4e.
On a en fait 4 programmes. Quand on parle de stimulation, on a 4 programmes. Qui n'arrivent pas tout seuls apparemment. Voilà. On peut complémenter ou supplémenter. Et c'est l'objet de la mésothérapie endogène ou exogène. On peut raffermir et remodeler les tissus. C'est la radiofréquence. Et enfin, il n'y a pas de traitement du vieillissement cutané sans soins personnels à la maison. C'est tout à fait exclu. C'est tout à fait exclu. Vous avez un lumbago, vous allez aller voir le kinésithérapeute qui va vous faire, ou l'ostéopathe, qui vont vous faire les soins appropriés et qui vont, en tout cas faut-il espérer, vous donner des conseils d'ergonomie et des exercices à faire à la maison. Si vous ne faites pas ça, c'est même pas la peine d'aller voir le praticien. Il faut que vous participiez vous-même au traitement pour rééquilibrer votre couple abdominopélvien, par exemple. Eh bien, c'est la même chose. Si vous faites des soins au cabinet pour traiter le vieillissement cutané, vous allez pas recevoir les malades tous les jours, les patients tous les jours. Vous allez les voir une fois de temps en temps pour fixer un traitement. Si vous ne recommandez pas des soins personnels à faire à la maison, c'est pas la peine. C'est comme si vous laissiez sortir un patient de votre cabinet sans lui avoir fait une prescription de médicaments. C'est pas à la seule vue du médecin qui va guérir. La cosmétologie médicale est au médecin esthétique ce que la prescription dentalgique ou d'anti-inflammatoire est au médecin généraliste. Donc, il faut absolument vous pénétrer de cette idée, et je sais que pour vous, c'est un petit peu nouveau. On va essayer d'en parler simplement. Complémenter ou supplémenter? Alors, je ne vais pas vous parler de la mésothérapie endogène, puisque je vous ai dit que j'étais incompétent en matière de traitement invasif. Je ne vais vous parler que de la mésothérapie exogène, c'est-à-dire celle qui permet d'introduire des produits sans piquer. Car comment introduire un produit dans la peau? Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2. C'est de l'injecter par voie percutanée ou d'émuler, de favoriser l'absorption transcutanée. Ce sont les 2 seuls moyens connus à l'heure actuelle. Je ne vais vous parler bien sûr que du second, puisque je ne suis pas compétent pour le premier. Ceci m'amène à vous parler de la physiologie de l'absorption cutanée. Alors d'abord, la définition de l'absorption, parce que on fait beaucoup de fautes également sur cette définition. L'absorption, c'est donc le transfert d'une substance xénobiotique à travers la peau, depuis le milieu extérieur vers le sang. C'est-à-dire qu'elle se réalise en 2 temps. Dans un premier temps, il va falloir faire pénétrer la substance dans les différentes couches de la peau, et dans un deuxième temps, il faut résorber. Il faut résorber, ça ne va pas rester éternellement dans la peau. Moi, je suis toujours frappé par le fait qu'on parle d'absorption comme d'une pénétration, mais qu'on ne parle pas de résorption. Il faut bien résorber à un moment donné. Alors, on va rappeler quelques éléments de langage, si vous voulez bien. À partir d'une coupe de peau. La pénétration, c'est ce qui indique l'entrée d'une substance dans une couche cutanée supérieure, bien entendu. Ensuite, la perméation, c'est ce qui permet à cette substance de passer d'une couche dans l'autre. Et enfin, la résorption, c'est le passage des reliquats, qui n'ont pas été utilisés sur le plan métabolique, dans la circulation veineuse ou lymphatique selon les cas. C'est donc, quand on parle d'absorption cutanée, c'est le résultat des 3, c'est l'addition des 3. L'absorption cutanée, c'est pas de mettre une substance dans la peau, c'est d'organiser sa pénétration, sa perméation et sa résorption. C'est important de le souligner. Quels sont les objectifs recherchés? Ça dépend. On peut avoir une action locale, superficielle. C'est ce que vous faites tous les matins lorsque vous
mesdames, lorsque vous passez votre crème de jour. On peut avoir une action régionale, profonde, c'est ce que vous allez faire sur certains de vos patients. Et puis on peut avoir une action systémique, générale. C'est ce que vous prescrivez à vos patients, cardiaques ou coronariens plutôt, quand vous leur prescrivez un patch de trénitrine. Les trois solutions existent. Quel est le problème? Ben, le problème, il est très simple. C'est de contourner la fonction barrière de la couche cornée de l'épiderme. Car cette fonction barrière, dont on entend parler au début de l'intervention, eh bien, elle va empêcher la pénétration de molécules extérieures, elle est d'ailleurs faite pour ça, et puis elle va éviter, autant que faire se peut, la perte d'eau ou d'électrolytes. Donc c'est cette fonction barrière qu'il va falloir contourner, et fort heureusement, elle n'est pas totalement infaillible, parce que sinon, eh bien, on n'en parlerait pas. Donc, les voies de pénétration, eh bien, il y a une voie transépidermique et il y a une voie annexielle. Ça, c'est pareil, il faut tordre le cou à une fausse notion. Quand on lit dans la presse que les produits que l'on applique sur la peau pénètrent dans la peau par les annexes, c'est-à-dire par les glandes sudoripares ou par les follicules pileux, c'est évidemment totalement faux, parce qu'ils arrivent dans un cul-de-sac. Donc, en fait, on a 95% des produits qui pénètrent par voie transépidermique et seulement 5% qui pénètrent par voie annexielle. La voie transépidermique. Alors, quelle est la difficulté? Bien, on vient de la dire, je le redis, c'est de franchir la couche cornée, qui est un obstacle majeur et qui va empêcher les substances de pénétrer. Voilà, il va falloir passer la barrière. Il va falloir passer la douane en cachette, si j'ose dire. On a deux voies de passage. Alors, les dermatologues ont conservé le langage d'avant-guerre, où ils disaient que, c'est très curieux, même dans les articles récents, ils disaient que le stratum corneum avait une représentation en briques et mortier. Bon, ça a vaguement effectivement l'apparence d'un mur fait de briques entre lesquelles il y aurait du mortier qui serait les céramides intercellulaires. Pourquoi pas? Je fais disparaître ce langage un peu désuet pour montrer les voies de passage. Les voies de passage peuvent être transcellulaires et les voies de passage peuvent être intercellulaires, et vous imaginez bien que c'est le poids moléculaire du produit qui fera la différence. Mais dans les deux cas, le produit passe. Les modalités du passage. Alors, les molécules que l'on peut faire passer sont toujours incluses dans une formulation. Les femmes qui utilisent des produits de beauté le savent bien. On peut mettre l'actif dans une crème, dans un gel, dans un sérum, et quand il y a le contact de la molécule avec la peau, on va avoir trois phases, une phase d'imprégnation, une phase de remplissage et la phase d'absorption, de pénétration proprement dite. De telle sorte qu'il y a des facteurs d'absorption qu'on doit respecter. Certains sont liés à la peau, d'autres sont liés au principe actif, et enfin, certains sont liés à la diffusion du produit. Et ça va être là toute votre difficulté de décider. Alors, les facteurs liés à la peau, ben, c'est le site anatomique, l'épaisseur de la couche cornée, l'hydratation du stratum corneum, la capacité enzymatique épidermique, dont je rappelle qu'elle est à peu près égale à celle de la capacité épidermique hépatique. La capacité enzymatique épidermique est à peu près égale à la capacité enzymatique hépatique. Il y a l'hémodynamique qui compte, il y a l'âge du sucre. Il n'y a pas besoin de faire un grand discours pour faire comprendre que de faire pénétrer un produit au niveau du contour des yeux, c'est relativement plus simple que de faire pénétrer sur la plante du pied. Donc tout ceci est lié à la peau elle-même et est important. Il y a des facteurs qui sont liés au principe actif lui-même. Alors là, c'est toute la fonction des pharmacologues et des cosmétologues qui doivent étudier le poids moléculaire. Si le poids moléculaire est supérieur à 500 Dalton, le produit passe difficilement. Si le poids moléculaire est supérieur à 1000 Dalton, il ne passe pas du tout. Donc c'est à prendre en compte. Et puis il y a l'hydrophilie, la lipophilie. Il faut mieux qu'il soit amphiphile ou moyennement lipophile. Ça c'est la technique, il y a la ionisation. Et puis il y a la concentration de l'actif, qui est tout à fait important, qui doit se trouver en limite. Bien. Je passe rapidement parce que c'est très technique et ça ne vous intéresse pas forcément. Et puis il y a les facteurs liés à la diffusion. Car il existe deux modèles diffusionnels. Quand on fait de l'absorption cutanée sans piquer, il existe
deux modèles diffusionnels. Il y a l'absorption cutanée par diffusion passive et il y a l'absorption cutanée par diffusion forcée. La diffusion passive. Alors la diffusion passive, c'est un phénomène qui égalise les concentrations entre trois compartiments, le donneur, la membrane et le récepteur. Le donneur, c'est le produit, le récepteur, c'est la peau, la membrane, c'est toujours la couche cornée de l'épiderme. Donc, c'est les lois de Fick qui réagissent à cela et qui régissent cela et qui permettent d'établir le flux proportionnel au gradient de concentration. C'est un peu technique. La dernière fois, on m'avait demandé de fournir la première loi de Fick, donc je l'ai rajouté, mais je ne suis pas convaincu que c'est un grand intérêt pour les médecins qui ne s'intéressent pas à la formulation. La diffusion forcée. Eh bien, la diffusion forcée, quand le poids moléculaire est trop important, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer, donc il va falloir utiliser ce qu'on appelle des promoteurs d'absorption pour forcer le passage. Je m'explique. Quand une femme passe sa crème de jour le matin, elle va utiliser une crème de jour dont la formulation a été faite pour être éligible à une absorption passive. C'est-à-dire que le seul fait de l'appliquer sur la peau permet la pénétration. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'en général, quand une femme passe sa crème de jour, elle va masser, elle va frotter avec sa main pour la faire pénétrer. Il y a donc un moteur externe, mais qui est extrêmement minime. À la limite, quand on met un gel, il n'y a même pas besoin de frotter, il passe tout seul, et c'est vraiment l'absorption passive en tant que telle. C'est lié au poids moléculaire des actifs qui constituent ce produit. Mais quand on veut passer une crème un produit très gras, ou un produit dont les actifs sont de très haut poids moléculaire, on ne peut pas passer. La fonction barrière du stratum corneum est là pour l'empêcher. Donc on va être obligé de forcer le passage par un moteur externe. C'est ce qui porte le nom de promoteur d'absorption. Les promoteurs d'absorption, il y en a de deux types. Les promoteurs d'absorption chimique et les promoteurs d'absorption physique. Les promoteurs d'absorption chimique, ce sont les agents kératélytiques. Si on détruit la kératine, ça passera plus facilement. Ou ce sont ce qu'on appelle les systèmes auto-organisés, comme par exemple les liposomes. Bien. Mais il y a aussi les promoteurs d'absorption physique, et qui sont les techniques de physiophorèse. Techniques de physiophorèse, parce qu'on les a appelées comme ça au début du siècle dernier, car phorès en grec, phorésis en grec, veut dire action de portée. Donc action de portée, physiophorèse, action de portée physiquement. Alors ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux parce que l'absorption cutanée est de plus en plus utilisée, et actuellement on en a 8. Alors je vous les laisse découvrir sur ce tableau. On a la ionophorèse, l'électrophorèse, la mésophorèse qui est le mixte des deux précédents, la cryophorèse avec le froid modéré, la sonophorèse avec les ultrasons, la barophorèse dont je vais parler, la magnétophorèse qui utilise les champs magnétiques, selon la théorie américaine du transport des cellules endothéliales par champ magnétique, et puis la photophorèse que l'on utilise avec la lumière, et on en parlera demain. On a donc 8 moyens, théoriques en tout cas, de faire pénétrer un produit sans piquer dans la peau. C'est intéressant. C'est intéressant, et ce n'est pas une vue de l'esprit. Je rappelle par exemple qu'aux États-Unis, il n'y a plus beaucoup de patients qui se piquent lorsqu'ils sont diabétiques. Ils utilisent soit une sonophorèse, soit un autre moyen, en général une électrophorèse, avec de tout petits appareils, des home devices, pour se passer leur insuline, et ça fonctionne très bien. Donc, les moyens de physiophorèse, les promoteurs d'absorption externe, sont et seront de plus utilisés. Et l'exemple que je donne avec l'insuline, je le donne à dessein, car je rappelle que l'insuline est une molécule géante, et que ce n'est pas son poids moléculaire qui empêche l'absorption, par exemple, par les ultrasons ou par l'électrophorèse. Alors, j'ai sélectionné, je ne vais pas vous parler des 8, sinon on sera encore là ce soir, j'ai sélectionné la barothérapie par courtoisie pour les gens qui m'ont invité, puisqu'ils ont cette technique dans leurs ateliers pratiques. Alors, qu'est-ce que la barophorèse? Je ne vais pas non plus déflorer le sujet, puisque c'est Madame Echen, je crois, et Madame le docteur Donat et le docteur Echen qui en parleront tout à l'heure. Donc, je vais leur laisser
le soin de parler de leurs expériences. Je vais juste faire deux petits points de théorie. Donc la barothérapie consiste à utiliser la pression mécanique d'un faisceau à queue. La pression mécanique de ce faisceau à queue, alors la définition de la pression, ben, vous la connaissez, c'est la force divisée par la surface, mais attention, c'est purement théorique, car il faut que le calcul soit perpendiculaire, car s'il est sagittal, naturellement, ça réduit complètement les résultats de cette équation. L'unité de mesure, alors l'unité de mesure répond à une bizarrerie. L'unité de mesure répond à une bizarrerie parce que vous savez qu'on est maintenant soumis au système international des mesures, des poids et mesures. Les poids et mesures français, c'est fini, on a maintenant le système international. Et dans le système international, la seule unité de mesure retenue est le pascal. Donc, théoriquement, ça devrait s'appeler la pascalothérapie. C'est pas très beau, mais ça serait en tout cas le terme exact, puisque 1 pascal, c'est un newton sur une surface de 1 mètre carré. Mais il y a d'autres unités qui étaient antérieures au pascal, notamment le bar, qui équivaut à 100 000 pascal, et puis l'atmosphère qui est proche également du bar, puisqu'il y a 101, 325. Je ne parle pas, je devrais le faire, ne serait-ce que pour lui rendre hommage, d'Evangelista Torricelli, qui avait inventé le baromètre et qui, lui, avait institué le torr, ou le millimètre de mercure, comme unité de mesure de la pression. Il n'y a plus que dans les tensiomètres qu'on l'utilise encore. Alors, pourquoi barothérapie et non pas pascalothérapie? Tout simplement parce que les lobbies de physiciens ont fait pression pour qu'on utilise une unité qui est proche de l'atmosphère, puisque c'est ce qui est utilisé par les physiciens de la pression atmosphérique. Donc, on a fait une entorse au système international et on l'appelle la barothérapie plutôt que le pascal. Voilà. C'est 10 puissance 5, c'est facile à retenir. Alors la barothérapie, le docteur Donat et le docteur Echen vous montreront ça très bien. On va utiliser la pression d'un faisceau. Naturellement, on va faire une barophorèse. La pression de ce faisceau a d'autres actions sur lesquelles ils pourront vous parler, mais on peut introduire des actifs médicamenteux, des actifs cosmétologiques, grâce à cette barophorèse, et elles vous en parleront tout à l'heure avec intérêt. L'intérêt de la barothérapie est quand même important, c'est qu'on peut faire des traitements par soustraction, par addition, par inhibition, par stimulation. On peut faire une barodermabrasion, en tout cas. On peut faire une baromésothérapie en mettant des substances dans le faisceau à queue. Si on met dans ce faisceau à queue des dérivés végétaux ressemblant qui s'appellent l'argyroline et qui ressemblent dans leur construction aux dérivés de chlorine botulique, eh bien on a une barologie biomimétique, évidemment pas de botox, on met une substance d'origine végétale, et on peut faire une barostimulation puisque les fibroblastes sont réceptifs à la stimulation mécanique. Donc c'est une technique qui est, semble-t-il, assez intéressante et dont les docteurs Donat et Echen vous parleront tout à l'heure. Deuxième point dont je vous ai parlé, la radiofréquence. La radiofréquence, c'est fait pour remodeler. C'est fait pour remodeler et on va voir comment. Alors, l'origine de cette technique, ce sont les courants de haute fréquence. Les courants de haute fréquence, c'est une onde électromagnétique. La radiofréquence est une onde électromagnétique, ça je ne pense pas vous apprendre grand-chose, qui est obtenue à partir de courants alternatifs de haute fréquence qui sont appelés bipolaires parce qu'ils changent de polarité plusieurs millions de fois par seconde. Voici le schéma d'un courant bipolaire et vous voyez que plusieurs millions de fois par seconde, ils vont passer du négatif au positif, du positif au négatif, et ils vont produire une onde électromagnétique dans les conditions que l'on va voir et que l'on va calculer en Hertz selon le nombre d'alternances par seconde traditionnellement. Alors, quels sont les effets des courants de haute fréquence? Il y a des effets électriques, bien entendu, et il y a des effets électromagnétiques, ce qui n'est pas très étonnant, et on va voir lesquels. Les effets électriques, c'est que ces courants sont dits excitomoteurs, car ils provoquent des contractions musculaires.
Je vous ai mis à gauche la photo du professeur Duchesne de Boulogne qui a inventé en 1871 l'électrostimulation. Il était neurologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et à l'époque, il n'y avait pas de comité d'éthique et on avait la possibilité de prendre quelques privautés avec les droits du patient. Et vous voyez que ce pauvre malheureux, qui était hospitalisé d'office à Sainte-Anne, n'avait pas eu son mot à dire lorsque le professeur Duchesne de Boulogne, que vous voyez sur la photo, avait mis 2 électrodes pour faire passer un courant et stimuler les muscles de la face. C'est pas du tout par hasard qu'il avait pris les muscles de la face, il avait pris les muscles de la face parce que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont qu'un seul tendon et ils répondent parfaitement bien à l'électrostimulation. On dirait qu'il aurait obtenu la même chose sur un quadriceps, mais il avait choisi cela pour cela. Donc le professeur Duchesne de Boulogne a inventé les courants de stimulation et les a appelés courants excitomoteurs. Bien. Naturellement, le temps a passé depuis 1871 et vous voyez que la jeune fille qui est à droite souffre beaucoup moins que le pauvre patient du professeur Duchesne de Boulogne pour un résultat identique, puisqu'on peut avoir une électrostimulation des muscles selon la fréquence du courant utilisé, basse fréquence, moyenne fréquence ou haute fréquence. Bon, je sais, on m'a dit la dernière fois qu'il était probable qu'à droite, l'appareil n'était pas branché, et ce qui expliquait le calme relatif de la jeune femme, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est parce que les techniques ont beaucoup évolué. Alors, les effets électromagnétiques, eh bien, comme vous le savez, quand on a un courant électrique, il génère à son passage immédiat un champ électrique, puis un champ magnétique. Si ce champ électrique et ce champ magnétique s'organisent de manière orthogonale, eh bien, le déplacement de ce champ porte le nom d'onde électromagnétique. L'onde électromagnétique, ce n'est pas autre chose que le déplacement d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui s'étaient organisés de manière orthogonale. Alors, ça nous oblige à voir le spectre électromagnétique, c'est-à-dire à quelle fréquence peut-on travailler. Voici le spectre électromagnétique de l'univers que j'ai représenté d'un bout à l'autre. Alors, vous savez que la médecine a des modes, la physique aussi d'ailleurs, et selon les époques, on parle en longueur d'onde, on parle en fréquence. Si on parle en longueur d'onde, on parle avec l'unité du système international de mètres, et on le désigne par lambda. Si on parle en fréquence, on désigne par nu, la lettre grecque nu, et on parle en hertz. Alors je me les ai mis quelques valeurs pour qu'on puisse se repérer. Bien sûr, il y a une corrélation mathématique entre les deux avec un algorithme simple, une équation simple, puisque lambda est égal à c divisé par nu, c'est-à-dire la longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. C'est facile de passer de l'un à l'autre. Je vous ai mis les noms qui correspondent, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des noms qui vous sont familiers. Kilomètres, mètres, centimètres, etc. Hertz, kilohertz, mégahertz, ça vous est familier. Les autres vous le sont peut-être moins. Je ne pense pas qu'il y ait de radiothérapeute dans la salle, mais en radiothérapie, on utilise le picomètre ou le zétahertz, c'est la même chose. Donc, je vous ai mis également des choses plus pragmatiques pour que l'on s'y retrouve. Voilà. Alors, en bas de l'échelle, on a les picomètres, c'est la radiothérapie. On a les nanomètres, quand vous faites une radio pulmonaire, eh bien, on est à 3-4 nanomètres à peu près. Ensuite, on a la lumière visible, et puis on a les infrarouges, et puis on a les hyperfréquences et les radars, et puis on a les ondes radio, qui sont de l'ordre du mégahertz, et puis on a les ultrasons, qui sont de l'ordre du kilohertz, et puis on a les sons, qui sont au-delà de 17 kilohertz. Bien. Alors, vous avez là il faut bien comprendre, et c'est ce qu'il y a certainement de plus difficile à faire comprendre aux élèves, c'est que voir ou entendre, c'est la même chose. Voir ou entendre, c'est la même chose. La seule chose qui différencie l'audition de la vision, eh bien, c'est la longueur d'onde, si vous préférez la fréquence. Il n'y a aucune différence physiologique entre le blouson rouge de madame qui est devant moi, que je vois, ou Europe numéro 1 à 1641 mètres, grandes ondes. C'est la même chose.
La seule chose qui différencie, c'est que le blouson rouge de Madame émet une onde de l'ordre du micromètre, tandis que la radio que vous écoutez émet une onde de l'ordre du kilomètre. Mais physiologiquement, c'est la même chose. Le distinguo ne se fait que par la longueur d'onde. Et on verra que demain, quand on étudiera les LED et les lasers, que l'œil traduit les couleurs à cause de cette longueur d'onde qui est comprise entre 400 et 760 nanomètres, alors que la peau et les organes interprètent les longueurs d'onde. L'œil traduit les couleurs, la peau et les organes interprètent les longueurs d'onde. C'est pour ça que voir et entendre, c'est la même chose. Je reviens à mon sujet. Où est la radiofréquence? Bon, je fais disparaître ce qu'Amel Perguin expliquait, la radiofréquence est là. Donc en radiofréquence, on est dans l'ordre du mégahertz. Alors c'est très intéressant parce que ça va permettre des tas d'effets. L'origine de la radiofréquence. Eh bien voici, je vous présente Arsène d'Arsonval. Je vous présente Arsène d'Arsonval. Nous avions fait, le docteur Lévy et moi, une émission sur M6, je crois. C'était M6? Oh non, c'était Antenne 2, Laurence. Nous avions fait avec le docteur Lévy une émission sur Antenne 2, et en général, quand nous faisons une émission avec le docteur Lévy, je fais la théorie, et il fait la pratique, parce que je suis aussi mauvais en pratique que lui est bon dans cette matière. Donc, et j'avais commis l'erreur de parler à la journaliste d'Arsène d'Arsonval. Et alors, ils avaient fait, au lieu de montrer ce qu'il avait à montrer, ils avaient fait sur Antenne 2 toute l'histoire de d'Arsonval. C'était très amusant. Donc, d'Arsonval était un physicien. Et puis, il est devenu médecin à la suite de sa découverte. Il a fait ses études. Quand il a découvert ce que je vais vous montrer, il est devenu médecin. Il est devenu médecin car en 1891, il a découvert quelque chose de tout à fait étonnant qu'il a appelé d'abord, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la d'Arsonvalisation, et ensuite la diatérise. Alors, qu'est-ce que d'Arsonval découvre en 1891? Eh bien, il découvre, alors tout à fait par hasard, comme toutes les découvertes, il découvre tout à fait par hasard que... on peut revenir en arrière, Christian n'est pas là. Alors pardonnez-moi, j'ai fait une erreur, mais vous n'allez rien comprendre si je ne reviens pas là. On peut avec ça? Allez-y. Vous pouvez le faire? Vous mettez l'échappée. Pardonnez-moi pour ce petit problème technique. Voilà. Ben, vous relancez. Non, vous relancez après. Je vais vous le faire. On va lancer le... Pardonnez-moi encore une fois pour ce problème technique qui vous procure l'avantage de revoir Arsène d'Arsonval, qui était à Joyeux-Luron, comme vous pouvez le voir, une seconde fois. Voilà. Alors, la découverte de d'Arsonval. La découverte de d'Arsonval, c'est que... Décidément, j'ai pas de chance avec d'Arsonval. Voilà. Alors, d'Arsonval découvre par hasard qu'au-delà d'une certaine fréquence, qui est de 0,1 MHz, eh bien, il n'y a plus de contraction musculaire. Je mets, vous savez, vous achetez un Slaverton, vous mettez la fréquence à 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 1000 Hz, et puis quand ça vous fait contracter vos muscles, et puis quand la contraction est devenue insupportable, vous arrêtez. D'Arsonval, lui, il n'arrête pas. Il continue à tourner le bouton pour augmenter sans arrêt la fréquence. Et puis il s'aperçoit, il fait ça des tas de fois, et il s'aperçoit qu'au-delà de 0,1 MHz, eh bien, il n'obtient plus aucune contraction. Alors
il accuse le fabricant de son appareil, bien entendu. Il dit ça ne marche pas, vous m'avez fait un truc qui ne fonctionne pas, faites-moi un autre, etc. Et puis non, non. Après des dizaines d'expériences, on s'aperçoit que quand on augmente la fréquence dans une certaine proportion, on a des contractions musculaires de plus en plus intenses. Si certains d'entre vous ont fait du Slenderton ou d'une technique analogue, ils s'en sont aperçus. Et puis, quand on arrive dans la bande des 0,1 MHz, eh bien, il n'y a plus aucune contraction. Alors là, il dit, c'est quand même incroyable. Donc, plus de contraction au passage du courant. Alors, que devient l'énergie électrique? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est devenu cette énergie électrique? Voici d'ailleurs les appareils de Darsonval que vous pouvez encore voir et qui fonctionnent toujours au musée de la médecine qui est à l'hôpital Cochin. Et les appareils de Darsonval, ils ne sont pas, dans leur conception, très différents de ceux que vous voyez dans les salles de démonstration. Le design est différent, bien sûr, mais pas leur conception, en tout cas pas leur fréquence. Alors, quelles sont les actions biologiques? Alors, Darsonval, qui était physicien, dit « moi je veux comprendre », et il fait ses études de médecine, il devient médecin, pour comprendre comment se fait qu'il qu'au-delà de 0,1 MHz, il n'y a plus de contraction. Ben, en fait, il n'y a plus de contraction parce qu'il y a des effets thermiques et des effets électromagnétiques. Les effets thermiques, eh bien, le courant électrique qui passe toujours, s'il ne contracte plus, va y avoir un certain nombre d'effets physiologiques qui vont être des changements ultra rapides de polarité, des mouvements ioniques de plus en plus intenses, des rotations des molécules dipolaires, des distorsions moléculaires. Bref, si on ajoute les collisions qui résultent de ces actions précédentes, eh bien, on va montrer une très forte dégradation de l'énergie électrique en chaleur. Alors, c'est important de dire ça. On va dégrader l'énergie électrique en chaleur. On va dégrader en chaleur. Oui, mais, pour obtenir de la chaleur, il faut de l'eau. Il faut bien que la chaleur se concentre sur quelque chose. Et ça ne peut se concentrer que sur la fraction hydrique de la peau. Or, c'est l'eau. Or, dans l'épiderme, il n'y a pas d'eau. Donc, ça ne peut pas augmenter la chaleur de l'épiderme. Ça ne peut augmenter la chaleur que là où il y a de l'eau, c'est-à-dire dans le derme. C'est la raison pour laquelle, avec la radiofréquence, on va concentrer la chaleur augmentée dans le derme en respectant le froid de l'épiderme. C'est le principe du micro-ondes. Darsonval n'avait pas imaginé une seule seconde qu'il venait d'inventer le micro-ondes. Donc, c'est ce que je viens de dire, la chaleur étant mieux distribuée dans l'eau que dans l'air, l'effet calorique se crée au niveau du derme et de l'hypoderme, plutôt que dans l'épiderme. Donc, on va transmettre la chaleur en profondeur en respectant la surface cutanée qui va rester, pas complètement bien sûr, mais d'abord il y a 10% dans le stratum corneum, et qui va rester relativement froide. Donc en pratique, on obtient une température efficace de 50 à 60 degrés dans le derme en conservant 40 à 43 degrés à la surface cutanée. Et puis on va avoir des actions thérapeutiques qui vont en découler. Elles vont être de deux ordres au niveau du derme. On va avoir des effets immédiats avec cette radiofréquence et des effets retard. Les effets immédiats, eh bien c'est la modification des structures des fibres de collagène et d'élastine avec une rétraction, un épaississement, une réduction du volume thermique. C'est quoi la radiofréquence? C'est une réduction de volume et de surface. C'est ce que vous appelez, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le raffermissement. Le raffermissement, c'est pas autre chose que la réduction du volume et de la surface. Et puis on va avoir un effet retard, qui est très important, c'est que avec l'accumulation de cette énergie dans les fibroblastes, on va avoir une augmentation des métabolismes cellulaires dermiques, on va avoir une accélération des synthèses protéiniques au niveau de la matrice extracellulaire, au niveau des fibroblastes. Bref, on va apporter de l'énergie pour refaire l'épiderme. Donc voici la radiofréquence, réduction de volume et de surface. Les soins à la maison. Encore une fois, ça n'a pas de sens de faire des traitements au cabinet si on ne prescrit pas de soins à la maison. C'est valable dans tous les compartiments de la médecine. Vous faites des ordonnances, vous passez votre vie à faire des ordonnances pour cela, pour faire des soins à la maison.
Alors la question que vous allez me poser est toujours la même. Est-ce que la cosmétologie relève-t-elle bien vraiment de notre métier? Est-ce que c'est vraiment l'exercice médical qui doit s'occuper de la cosmétologie? Alors pour répondre à cette question, j'ai fait 3 diapositives pour montrer l'évolution de la cosmétologie, ce que c'était avant-hier, ce que c'était hier et ce que c'est aujourd'hui. Avant-hier, le père de la cosmétologie en France est le professeur Thiers, qui était également le père de la dermatologie lyonnaise. C'était une figure mondiale de la dermatologie lyonnaise. Il était né en 1902. Donc il disait que la cosmétologie c'était bien gentil, mais que c'était là d'améliorer les apparences et d'accommoder les restes. Et puis quand quelques années après, ses élèves lui ont dit quand même que c'était pas bien de dire ça, que ça pouvait choquer, et puis que ça pouvait ne pas être vrai, alors en 1962, à la fin, il s'était rattrapé en disant que le sage se contentait des apparences et les remerciait, même trompeuses, d'être agréable. Ça, c'était le professeur Thiers. Thiers avait un élève qui s'appelait Cotte, qui est mort il y a 2 ou 3 ans. Et Cotte, lui, voilà, Cotte avait franchi le palier supérieur. Il disait le cosmétique est devenu une préparation capable de rendre à la peau son équilibre physico-chimique. Alors on n'est plus dans l'art d'améliorer les restes, on est dans l'équilibre physico-chimique. Donc on est passé à la part supérieure. Et puis aujourd'hui, alors aujourd'hui j'ai pris la citation d'une femme bien sûr, puisque le siècle que l'on vit est le siècle des femmes. Alors j'ai cité Christine Poelman, et le professeur Poelman dit que le cosmétique doit être prescrit comme un complément indispensable au traitement. Et c'est la raison pour laquelle maintenant dans toutes les marques de cosmétologie, quand c'est de la cosmétologie high-tech, on l'appelle officiellement quasi-drogue. Quasi-drogue. La notion de quasi-drogue devrait vous interpeller. Car si c'est quasi-drogue, eh bien ça relève des médecins. Et s'ils ne veulent pas que les médecins, et si les médecins ne veulent pas que ça relève d'eux, eh bien le quasi-drogue, ils se le feront piquer. Donc ils ont l'intérêt à s'en occuper. Voilà. On est dans le siècle du quasi-drogue. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame Poelman. Quelles sont les questions sensibles quand on parle de cosmétologie? C'est très simple. À quoi sert un produit cosmétique? Un produit cosmétique pénètre-t-il dans la peau? Quelle est la différence entre un produit cosmétique et un médicament? C'est là-dessus que vous devez conduire votre réflexion et que vous devez nourrir votre réflexion. Un produit cosmétique, ça ne sert à rien d'autre qu'à leurrer la couche cornée de l'épiderme pour faire pénétrer un principe actif. Un produit cosmétique, ça sert à leurrer la couche cornée de l'épiderme. Quand vous injectez une préparation médicamenteuse, vous n'avez rien à leurrer, sauf naturellement les molécules habituelles qui vont essayer de la détruire en tant qu'agent étranger. Mais vous n'avez rien à leurrer pour passer. L'aiguille arrive immédiatement in situ. Quand vous faites une émulation de l'absorption cutanée, vous devez leurrer la couche cornée de l'épiderme. Donc un produit cosmétique est uniquement destiné à ça. Leurrer, c'est cher à la fameuse dermatologue de Besançon qui développe cette théorie, leurrer la couche cornée de l'épiderme pour lui apporter des molécules actives. Alors il faut une délivrance intelligente, évidemment. La délivrance intelligente, c'est de déterminer la bonne molécule, et c'est comme pour les médicaments, la bonne molécule, la bonne concentration, le bon site d'action, et d'éviter les enzymes épidermiques et les enzymes dermiques dont la capacité est égale à celle des enzymes hépatiques, comme je l'ai dit déjà. La pénétration d'un cosmétique. Il est de bon ton de dire qu'un cosmétique ne pénètre pas. C'est évidemment une stupidité totale, à la fois physiologique et légale. Car voici l'article L5131 du Code de la santé publique qui définit ce qu'est un cosmétique. Alors, comme vous le disiez, c'est totalement désuet comme formulation, mais comme c'est une bombe atomique, personne n'ose y toucher, car des petites sociétés comme L'Oréal développeraient des lobbies entiers pour s'attaquer à une refonte de cet article du Code de la santé publique quand on dit que c'est un mélange mis en contact avec les différentes parties superficielles du corps humain, l'épiderme, les systèmes pileux, les organes génitaux externes. Ça ne ressemble absolument à rien, mais ça arrange tout le monde. Car
pourquoi ça arrange tout le monde? Parce qu'à aucun moment, ce code de la santé publique, on dit qu'un cosmétique ne pénètre pas. Il n'y a pas un mot qui indique qu'il ne pénétrerait pas. Donc il pénètre dans les 3 couches de la peau. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que si ce n'était pas le cas, ben les produits anticellulites seraient interdits. Car la cellulite, c'est dans l'hypoderme. Donc quand on achète dans une pharmacie un produit anticellulite, il faut bien qu'il passe par l'épiderme, le derme, pour arriver in situ, c'est-à-dire dans l'hypoderme. Donc un cosmétique pénètre. Quelle est la différence avec le médicament? Oh, c'est très simple. Le produit cosmétique, on a repris la définition japonaise. Un cosmétique traite la peau saine, un médicament traite la peau pathologique. Et il ne vous a pas échappé qu'il n'existe pas de cosmétique anti-psoriasis, par exemple. Alors que certains cosmétiques pourraient avoir un effet, notamment dans les gammes d'hydratation. Mais on n'a pas le droit de dire qu'un cosmétique traite le psoriasis, car le psoriasis est une maladie, et par conséquent, il faut une AMM. Donc, voilà, peau saine, peau pathologique. Comment prescrire la cosmétologie? Ben, le plan idéal est très simple. Il faut bien distinguer les soins et les traitements. Il faut bien distinguer ce que vous faites en pédagogie et ce que vous faites en traitement. Quand vous faites un acte à votre cabinet, vous faites un traitement. Mais un soin n'est pas un traitement. Quand vous persuadez une femme qu'il faut nettoyer sa peau, hydrater sa peau, protéger sa peau, ce n'est pas du tout un traitement. C'est un soin qui est pour elle aussi important que de prendre sa douche ou de se brosser les dents. Donc distinguons bien ce qui est soin de ce qui est traitement. Le traitement, c'est votre rôle. Le soin, c'est votre rôle pédagogique de persuader les gens de le faire. Nettoyer, hydrater, protéger. Une statistique récente montre que 19% des femmes se couchent sans se démaquiller. C'est donc votre rôle de leur expliquer que c'est important pour éviter le vieillissement cutané. Il faut promouvoir le pro-perso. C'est une dichotomie. Les traitements professionnels doivent être accompagnés de traitements personnels. Le pro, c'est les traitements. Le perso, c'est les soins. Il faut créer le système Andex, endogène, exogène. C'est très à la mode en ce moment. In-out. Il faut traiter la peau aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et puis il faut adopter une méthode. Alors pour terminer, monsieur Tomaso, qui a disparu, m'a demandé de vous montrer 4 diapositives sur la méthode Réjudermi, puisqu'elle est promue par les gens qui ont l'amabilité de nous recevoir. Donc la méthode Réjudermi, que je vous montrerai rapidement, puisqu'il n'y a que très peu de choses à dire pour la montrer, c'est la théorie du stop and go. Stop, c'est pour bloquer la dégradation cutanée, et go, c'est pour déclencher la régénération cutanée. Il est tout à fait important de bloquer d'abord la dégradation avant de déclencher la régénération. Elle se fait au moyen d'une technique très rigoureuse qui est d'évaluer. Évaluer, c'est phototyper la peau avec l'échelle de Fitzpatrick, de la classifier avec la classification internationale habituelle et de l'expertiser. Les dames vous montreront comment. Ensuite, il faut réparer cette peau. Et pour réparer cette peau, c'est la théorie des 3 R. Resurfacer, régulariser, réorganiser. Resurfacer, eh bien, c'est ce que j'ai montré avec la barophorèse pour éliminer la partie supérieure de la couche cornée, c'est le traitement par soustraction. Vous voyez 2 histologies qui montrent ce que ça peut donner. Régulariser, c'est au niveau de l'épiderme, c'est les incidents mélaniques qu'il va falloir corriger. Réorganiser, eh bien, c'est tous ces traitements sur les fibroblastes, sur la matrice extracellulaire, sur le collagène, sur l'élastine, que l'on fera également avec la barophorèse. Et puis ensuite, il faut la régénérer. Et pour la régénérer, il faut reprogrammer,
remodeler, réactiver, c'est encore la règle des 3 R. On dirait que c'est une commodité de langage. Mais reprogrammer, on le verra demain avec les lumières médicales. Remodeler. Alors remodeler, c'est la radiofréquence dont on a parlé tout à l'heure, avec le froid à l'épiderme et le chaud dans le derme. Et il faut réactiver. Réactiver, eh bien, c'est au niveau tant du derme que de la microcirculation. Et enfin, eh bien, c'est ce que j'ai dit, il faut stabiliser. Il faut stabiliser avec le fait de persuader les femmes de nettoyer leur peau, d'hydrater leur peau et de protéger leur peau. Mais n'oubliez jamais que le vieillissement cutané n'est pas une maladie. Il ne s'agit pas de gérer la santé, mais l'apparence. Lorsque vous recevez en consultation un hypertendu ou un diabétique, il n'a pas le choix que de vous écouter. S'il ne vous écoute pas, vous savez ce qui l'attend. Donc c'est vous qui décidez. Lorsque vous faites de la médecine esthétique, ce n'est pas vous qui décidez. C'est la patiente devenue une cliente qui a ses propres revendications, qui ne correspondent pas forcément à ce que vous pensez. Mais là, on n'est plus dans la santé, on est dans l'apparence. Et je sens que la diapositive suivante va faire plaisir à Monsieur Lelouch qui piaffe d'impatience, justement. Je vous remercie de votre attention.